Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite à tenir devant la cétose diabétique. Alors, il faut savoir que la cétose diabétique est une phase qui précède celle de la cétoacétose diabétique que nous avons vue dans la vidéo précédente. Donc, à ce stade, les corps cétoniques sont en quantité insuffisante pour perturber le pH sanguin. Mais une fois que les capacités d'épuration de l'organisme sont dépassées, là, on va passer vers le stade de l'acétocétose diabétique. Donc, ces deux pathologies sont très similaires en termes de symptomatologie, mais également en termes de prise en charge. Donc, je vais me servir des mêmes feuilles que j'ai utilisées dans la vidéo précédente afin qu'on puisse faire une étude comparative entre ces deux pathologies. Alors, comme définition, la cétose diabétique est définie par une glycémie qui est supérieure à 2,5 g par litre, une cétonurie et une glycosurie qui sont positives, donc pas d'élargissement du trou anionique en termes de cétose et pas d'hypophosphorémie. Donc, le diagnostic est également évoqué devant l'installation progressive des signes d'hyperglycémie, à savoir un syndrome polyurépoïdépsie, qui est une sensation de soif intense. Par la suite, on aura les signes de cétose qui vont commencer à s'installer, à savoir une odeur acétonique de la laine, des troubles digestifs mineurs à type de nausées, vomissements et de douleurs abdominales. On peut avoir également des signes de déshydratation, mais qui sont beaucoup moins marqués par rapport à l'acétocétose diabétique. Donc, en termes de cétose, on n'a pas de dyspnée, donc pas de dyspnée du Kussmaul. Donc, comme on vient de dire tout à l'heure, dans la cétose, on aura des troubles digestifs qui sont mineurs. Contrairement à la cétoacétose diabétique dans laquelle on aura des troubles digestifs très marqués qui peuvent parfois simuler un abdomen chirurgical. On peut avoir également des troubles de la conscience mais qui sont beaucoup moins significatifs par rapport à l'acétocétose. Pour la prise en charge diagnostique, c'est la même démarche. On va faire une glycémie capillaire et une bandelette urinaire à la recherche des corps cétoniques. On va lancer notre bilan d'urgence qui va comprendre une formule, TPINR, une fonction rénale, une CRP à la recherche d'une cause infectieuse qui serait à l'origine de la décompensation cétosique. On va faire également une glycémie veineuse, un ionogramme sanguin, une gazométrie, un ECG, un téléthorax de face, prise de la tension artérielle et de la température corporelle du patient. On va passer maintenant à la prise en charge thérapeutique. Donc, en termes de cétose, on a trois volets principaux. Donc, on a la réhydratation, l'insulinothérapie et la correction de la kaliémie. Donc, pour la réhydratation, on va opter pour le même schéma que nous avons vu dans l'acétocétose diabétique. Même chose pour les solutions de réhydratation. Sauf que la dernière fois, j'ai oublié de mentionner un détail important concernant le sérum glucosé. Donc, étant donné que ce dernier est connu comme étant une solution hypotonique, donc au cours de la réhydratation, on risque de provoquer un œdème cérébral chez le malade. Donc, pour éviter la survenue de cette complication, donc il est recommandé de rajouter entre 3 g à 5 g de NaCl dans chaque litre de sérum glucosé. Donc, on va voir maintenant le deuxième volet qui est l'insulinothérapie. Donc, en termes de cétose, on donne des bolus d'insuline. Donc, on donne des bolus à raison de 0,1 unité kilo en IVD chaque heure jusqu'à la négativation des corps cétoniques. Et par la suite, on va passer à la voie sous-cutanée. On va voir maintenant le troisième volet qui est la correction de la kaliémie. Donc, quand on est devant une hyperkaliémie, c'est-à-dire une kaliémie qui est supérieure à 5 millimoles par litre, là, on ne va pas supplémenter, on va directement
instaurer notre insulinothérapie. Par contre, si on est devant une calémie qui est normale, là, on va supplémenter en fonction de la concentration du potassium. Donc, si on est devant une calémie qui est comprise entre 3,5 et 4,4 millimoles par litre, là, on va supplémenter avec un débit de 1 g de potassium pour chaque litre par heure. Par contre, si on est devant une calémie qui est comprise entre 4,5 et 5,5 millimoles par litre, là on va supplémenter avec un débit de 0,5 g par litre par heure. Par contre, si on est devant une hypocalémie, là, on ne va pas donner de l'insuline jusqu'après avoir corrigé notre calémie, sinon on risque de provoquer des arythmies cardiaques graves chez notre patient, pouvant être la cause de son décès. Et bien sûr, on ne va pas oublier l'anticoagulation préventive chez les patients à risque d'accident thromboembolique. Donc, on va donner toujours du Lovenox à raison de 0,4 cc par jour. Vers la fin, on va passer à la surveillance. Donc, c'est une surveillance clinique horaire du malade avec prise de ses constantes vitales, quantifier la diurèse horaire du patient, faire une glycémie capillaire et une bandelette urinaire chaque heure, faire un bilan rénal, un ionogramme sanguin et un ECG toutes les 4 heures. Alors maintenant, je viens de me rappeler d'un petit détail que j'ai omis de vous le mentionner dans la vidéo précédente concernant la symptomatologie. Donc, il s'agit d'un symptôme qui est très important qu'on retrouve au cours de la cétoacidose diabétique, mais qui est absent au cours de la cétose. Donc, il s'agit de la froideur des extrémités, et des marbrures qu'on retrouve surtout chez l'enfant. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis Sahaf Tarkoum. À très bientôt.